Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. Ce dimanche, dans Remue Ménage, Binta Diallo reçoit le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, le Centre de recherche ouest-africain, et Pape Amadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Au menu, entre autres, l'adoption du nouveau code de la presse, les prochaines élections législatives et les suites des investitures, l'insécurité. Remue Ménage, le professeur Ousmane Sène, Pape Amadou Fall, Binta Diallo, dimanche de 10h à 11h sur Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Ousmane Sène, directeur du WARC. Bonjour Monsieur Sène et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Papa Amadou Fall, notre éminent confrère que l'on ne présente plus, il est le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Bonjour Papa Amadou Fall. Bonjour Binta, merci. Et je voudrais tout de suite dire à tous nos Djengen et Ndianyen qui ont rompu le jeûne aujourd'hui, de quel droit vous le faites? On en reparlera tout à l'heure. Alors la dernière nouvelle, c'est le Sénégal qui est en deuil avec la disparition du khalife général de Pire, Moustapha Cissé. Que retenir de cet homme, maître Ousmane Sène? Il y en a qui ont dit que c'est parmi les premiers arabisants à embrasser la carrière diplomatique, mais moi je dirais que c'est parmi les premiers éminents diplomates du Sénégal. Il connaissait très bien les pays arabes, il connaissait très bien cet ensemble de pays, mais il connaissait le reste du monde. Il n'est pas intervenu exclusivement du temps de Abdou Diouf, du temps de Léopold Sédar Senghor, du temps de Abdou Diouf et du temps d'Abdoulaye Wade. Il n'est pas intervenu exclusivement dans ce secteur. Il est intervenu dans bien d'autres secteurs, dans bien d'autres zones du monde. Et on voudrait véritablement lui tirer le chapeau. Et en cette fin, ou en cette veille de fin de Ramadan, exaucer et demander au Seigneur de bien l'agréer dans son paradis. Il a vraiment très bien travaillé pour le Sénégal. Moustapha Cissé, un grand homme religieux qui a beaucoup fait pour le dialogue islamo-chrétien parmi tant d'autres. Papa Amadou. Vous savez, je crois que le professeur a touché du doigt la multidimensionnalité de l'homme. Il l'était. Et je pense que, quelque part, comme on dirait, il avait son seau d'eau pour le verser là où ça commençait à brûler. Absolument. Il avait un regard et il avait, c'est cette vision qu'il a portée en tant qu'homme religieux pour dire au monde, je dis bien au monde, soyons unis, parce que nous sommes un seul peuple sur terre, parce que nous sommes frères. Donc, dans le cadre de ce dialogue islamo-chrétien, il a joué des rôles extraordinaires. Mais moi, je voulais m'arrêter à 1991, parce que beaucoup ne se rappellent pas. Le sommet de l'OCI qu'on a organisé à Dakar, où il a joué un rôle extraordinaire, que l'on n'a pas suffisamment relevé, malheureusement. Le rôle qu'il a joué, c'est de faire en sorte que les grands pays arabes, tous se retrouvent au Sénégal. Et finance ce sommet également, qui nous a laissé l'hôtel King Fahd que l'on connaît aujourd'hui. Moustapha Cissé Lo, en tant que... pas Moustapha Cissé Lo. Moustapha Cissé tout court. Moustapha Cissé. Bon, ma langue s'écorche, Dieu m'en garde. Le doyen Moustapha Cissé était un homme ouvert, d'une très grande générosité également. Ça, il faudrait que également les gens se rappellent de cela. Le Magal de Pire était un événement extrêmement couru parce que chacun voulait le rencontrer. En tout cas, les gens qui y allaient, pour la plupart, voulaient le rencontrer pour qu'il règle des problèmes. Il faut le dire également. Voilà un homme aujourd'hui qui disparaît, mais j'espère que l'on aura un bon souvenir de lui et qu'on va le garder dans ce pays. Une rue, un immeuble, en tout cas, il le mériterait. Que la terre de Pire lui soit légère. Vous avez dit dans vos propos l'unité, le mot est donc lâché. Ousmane Sène, Moustapha Cissé qui s'en va, laissant derrière lui des musulmans encore divisés sur la célébration des fêtes religieuses, encore deux Korités. Oui, il faudrait préciser une chose. Heureusement que la division cette année
est moindre que la division telle qu'elle était il y a des années passées. Ça, c'est un. Et heureusement. Mais il y a aussi, quand même division. Oui, je viendrai à ça. Mais elle est moindre par rapport aux années passées. Et heureusement aussi que beaucoup de musulmans, surtout de jeunes musulmans, ont commencé à réfléchir à cette division et à faire des pas très feutrés pour faire en sorte que les grandes familles, à tout le moins, s'entendent sur la nécessité de célébrer ensemble. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je ne veux pas entrer dans ce détail. Mais je sais une chose. Dieu lui-même accepterait que les gens puissent avoir un petit tort s'ils font l'effort d'être ensemble et d'aller vers la religion ensemble. Mohamed, paix sur lui, a toujours œuvré pour ça. C'est pour ça que quand vous allez à la prière, soit à l'Aïd el-Kébir ou à l'Aïd el-Fitr, on vous dit, si vous passez par ce chemin, empruntez un chemin différent. C'était pour convaincre les athées que les musulmans étaient nombreux. Donc, aller comme ça, de manière singulière et prier, moi je pense surtout aux enfants. Quel exemple leur donne-t-on de notre religion? On se sépare pour aller prier, on ne fait pas les choses ensemble. Ces gosses-là qui ont l'habitude de voir ça et qui grandissent avec ça, quel effet ça aura sur eux? Parce que le premier impact, c'est un impact émotionnel. On est dans le même quartier. Ceux-là vont s'habiller comme des princes aujourd'hui, d'autres ne s'habilleront pas. Ceux-là vont aller demander leur ndéwénal, d'autres n'y vont pas. Et c'est des adultes qui font ça parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison. On ne peut pas avoir raison sur tout le monde. Il faudrait que quand même, il y ait tout texte est un texte où l'intelligence humaine doit s'exercer. Il faudrait peut-être qu'on fasse cet effort-là pour être un peu moins dogmatique et trancher de manière aussi vive et aussi unilatérale. Ceci dit, je souhaite aux musulmans qui ont célébré aujourd'hui très bonne fête de Korité, mais je leur demande humblement si on peut faire ça ensemble, ce serait encore mieux. Mais justement, comment faire, Pape Amadou, pour le faire ensemble, pour que tous les musulmans du Sénégal prient à l'unisson? Nous avons eu l'avantage de célébrer le début du Ramadan dans une unanimité qui était extraordinaire. Tout le monde s'est regardé en se disant mais qu'est-ce qui nous arrive? Parce que c'était beau. Et je pense que l'impact a été quasi mondial. Absolument. Sur ce plan-là. Et on se disait, bon, les alertes qui ont été données ces derniers jours, particulièrement par les astronomes qui disent que l'on ne verra pas la lune samedi. On ne verra pas la lune le samedi, on ne pourra voir la lune que le dimanche soir, était un indicateur extrêmement important. Au bout du compte, certains ont pensé que, puisque ailleurs on avait vu la lune, il fallait se conformer. C'est la question du dogme, c'est ce qu'il pose. Les croyances, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Je pense que c'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat. Nous avons entendu nos guides religieux, particulièrement Touba et Tuayon, se prononcer sur la question en disant que la concertation va se faire à travers ces confréries. Certainement d'autres également seraient ouvertes à cela. Mais tout le monde n'est pas confrérique. Et ceux qui ne sont pas confrériques et qui ont leurs options par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez contre ces gens-là? Vous n'y pouvez absolument rien. Demain, vous dites, bon, on a une autorité islamique qui va gérer cela, ou une autorité étatique qui va gérer cela. La lecture des uns et des autres, vous ne pouvez pas les contraindre. Là, comme dit Nikum Waledin, sur ce plan-là, vous ne pouvez rien. Cette division au sein des musulmans n'est pas bonne. Elle n'est pas presque acceptable. Parce que c'est une société qui est à construire. Et cette société à construire doit aller dans le sens d'une certaine union, d'une certaine vision, d'une certaine entente. S'écouter. Et je pense que des efforts sont à faire. Et peut-être que ceux qui ont choisi aujourd'hui de couper le jeûne parce que c'est leur croyance, demain peut-être qu'on peut les amener à une autre dimension qui leur permettra de dire « Ah, nous sommes 14 millions de Sénégalais, nous sommes peut-être 9 millions de chrétiens, de musulmans, faisons en sorte que les 9 millions de chrétiens aillent dans le même sens. » Mais la question, elle est là, il faudra y réfléchir, mais je pense que une belle enjambée a déjà été faite. Si on nous dit aujourd'hui que
au niveau confrérique, au moins, la question est en voie d'être réglée. Je ne dis pas qu'elle est réglée, mais qu'elle est en voie d'être réglée parce que les guides s'entendent au plus haut niveau. Demain, peut-être, l'impact pourra descendre pour nous permettre vraiment d'être dans un islam totalement uni, parce que nous serons dans la sérénité. Mais justement, y réfléchir comme professeur Ousmane Sène, peut-être associer la science à la commission qui oui, mais il y en a qui le ciel de toute façon, chaque parce année. qu'il y en a qui ont quand même une vision, une pratique, je ne dirais pas archaïque, mais une pratique pratiquement littérale de la religion. Ils ne verront pas peut-être la place de la science, et pourtant on a dit aller chercher la science jusqu'en Chine. Bon, ça c'est les contradictions des hommes. Mais je voudrais dire ici, et je ne suis pas un porte-parole, mais je sais d'expérience qu'il y a un groupe de jeunes musulmans éminemment responsables qui sont dans les différentes confréries et qui sont extrêmement proches des leaders de ces confréries, qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans l'humilité et dans l'anonymat le plus complet. Ils sont en train de voir, ils ont commencé depuis bientôt 2 ou 3 ans. Et ils sont en train de faire des pas extrêmement importants dans ce sens. Si vous voyez avant, si vous voyez un peu, si vous faites la lecture de ce phénomène-là, avant, c'était un clivage entre les 2 plus grandes familles religieuses du Sénégal. Si telle famille dit j'ai vu la lune, l'autre décide de ne pas voir la lune. Et petit à petit, ça a commencé à se résorber. Et si vous avez entendu le discours du Khalif général de Touba, c'est aussi simple. Je n'entends pas avoir la division dans l'islam tant que je serai le calife. Et je ferai tout pour œuvrer pour qu'il n'y ait plus jamais de division. Mais ça a été le discours de Dabar, ça a été le discours constant de Tivaouane et de toutes les autres familles qui sont liées à Tivaouane. Si ces familles-là se mettent à prêcher peut-être la bonne parole, il faut qu'on espère que peut-être la majorité des Sénégalais pourront aller dans le même sens, pour ne pas dire l'ensemble des Sénégalais. Je voudrais peut-être ajouter une chose. Moi, je ne suis pas Douma Serigne Dara. Donc, ce que je dis, je ne le dis pas par rapport au Coran, que je ne connais pas aussi bien que les autres. Mais je crois que quand même, Dieu a créé ce monde et Dieu a créé les hommes en tenant compte de leurs imperfections. Faire tout ce que vous pouvez faire pour ramer dans le même sens, je ne crois pas qu'il y ait péché là-dedans. Parce que vous faites en sorte que les hommes, la meilleure création de Dieu, soient ensemble, s'entendent et vivent dans la paix, cette paix que Mohammed a préconisée de tout temps, tant qu'il disséminait la religion. Je ne suis pas sûr qu'une attitude quelconque, tant que ça soit, dès l'instant que c'est une attitude réfractaire, je ne crois pas que ça soit bon pour l'islam. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais attention, je ne me réfère pas au Coran. Ils connaissent le Coran mieux que moi. Je dis quelque chose tout simplement qui est de l'entendement, simple de tout homme simple qui réfléchit un temps soit peu. En attendant justement que les musulmans du Sénégal s'accordent sur cette problématique de la lune, la presse, elle a déjà réglé une problématique qui était le code de la presse, ça a été voté à l'Assemblée nationale. On attend la promulgation de ce code. Aujourd'hui, quelle analyse faire? Est-ce qu'on peut dire, Pape Amadou Fall, ouf, ça y est, les problèmes vont être résolus dans le secteur de la presse? Il fallait d'abord mettre le pas. Et cela a été bien fait. 17 ans d'attente, c'est extrêmement long. Mais au bout du compte, on peut dire que oui, cela valait le coup. Cela valait le coup, même si maintenant, des voix s'élèvent pour dire 52 articles liberticides. Je pense que oui, cette lecture mérite d'être faite. Mais nous devons être également très progressistes. C'est-à-dire? Parce que la perfection n'existe pas. Ceux qui ont travaillé sur ce code, et que je salue, les confrères, autant que l'autorité gouvernementale qui l'a encadré de manière générale, qui a fait, il faut le souligner, preuve de générosité. Parce que le gouvernement aurait pu faire son code et l'imposer à la presse. Personne n'aurait rien à redire. On nous dit, voilà comment les choses vont se passer. Sauf qu'il y a des amendements, hein? Je suis d'accord qu'il doit y avoir des amendements. Je suis d'accord, heureusement. Heureusement. Et c'est ce qui est en train d'être soulevé aujourd'hui. C'est dire que c'est une autre bataille qui commence maintenant. C'est une autre bataille qui commence maintenant. Et cette bataille qui commence maintenant, espérons qu'elle ne va pas durer 17 ans. Parce que par rapport à certains aspects du code qui sont soulevés aujourd'hui, pour dire que oui, un préfet, un sous-préfet peut fermer une entreprise de presse, ça c'est inacceptable.
Ça, par exemple, c'est inacceptable. Je pense qu'il y aura des voies de recours par rapport à cet aspect des choses, parce que la presse, je pense, Binta, a un rôle tellement important à jouer qu'il ne faut pas qu'il soit l'instrument de qui que ce soit. Nous sommes dans une dynamique, et c'est cette dynamique qui est importante. En allant dans le sens de cette dynamique, que les journalistes, nous, ne fassions pas, disons, d'esprit de frilosité. Non, allons-y. Et je pense que le canevas qui est dégagé d'une certaine manière, nous sommes dans l'éthique et la déontologie. Il y a certains aspects des choses, si nous y restons, mais personne ne viendra vous tirer de votre livre pour vous envoyer au cachot. Sûrement pas. Mais maintenant, si vous vous fourvoyez, par exemple, en allant dans le contresens de ce qui est vraiment admis, oui, en ce moment, la répression tombera sur vous. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi je pense que la dynamique qui est lancée, elle est importante. Le journaliste n'échappe plus à la prison. Mais pourquoi le journaliste devrait-il échapper à la prison? Là, vraiment, moi, l'interrogation, elle est là pour moi. La place d'un journaliste n'est pas en prison. C'est clair. La place d'un journaliste n'est pas en prison. Mais si vous commettez une faute, vraiment, qui vous envoie en prison, la lecture des faits permettra à tout un chacun de dire c'est mérité ou non, ce n'est pas mérité. Si ce n'est pas mérité, c'est la corporation qui va se lever pour vous défendre. En tout cas, le code de la presse, Ousmane Sène, a quelque chose de salutaire. Notre profession sera assainie. Oui, mais je voudrais faire un petit rappel. Le génocide rwandais est né de la propagande de Radio Mirkoline. Ne l'oublions pas. Absolument. Ne l'oublions pas. Adolf Hitler avait un ministre qui était chargé de la propagande. Et certainement, l'information était centrale par rapport à cette doctrine qu'Adolf Hitler voulait disséminer un peu partout. Donc, la presse, c'est un domaine extrêmement sensible et extrêmement important. Absolument. Pour qu'on ne puisse pas légiférer autour de ça. Et vous-même, vous le savez. Autant parmi vous, il y en a qui ont fait les bonnes écoles, ont eu leur diplôme à un niveau suffisamment respectable et professionnel pour exercer, autant vous en avez qui ne sont jamais allés à bonne école et qui, en fait, crient même beaucoup plus fort que vous. Ça, il faut le reconnaître. C'est comme dans notre secteur. Quand vous dites l'enseignement, surtout entre le primaire et le secondaire, c'est un fourre-tout. Vous avez beaucoup de gens qui n'ont jamais fait la pédagogie. Le code va enfin permettre d'assainir. Mais justement, et moi, les 5 points qu'on a dégagés et qui disent que c'est les points phares du code de la presse, mais je ne vois pas de quoi fouetter un chat. Il a raison de le dire. Au nom de quoi les journalistes devraient être dans une situation où on peut leur permettre de dire ce qu'ils veulent, on peut leur permettre d'écrire ce qu'ils veulent, et rien ne sera fait. Non. Non, même dans les plus grandes démocraties, et je donne l'exemple des États-Unis, vous l'avez vu, quand les États-Unis sont en guerre, les grandes chaînes de télévision et de radio américaines, quel est leur comportement? Mais il ne faut pas dire que rien ne sera fait, parce que dans ce cas, si le journaliste commet une faute, le patron de presse serait amené à payer beaucoup d'argent. Oui, mais je sais, mais justement, pourquoi devrait-on lui permettre de faire ces fautes-là, ces gaffes-là, dans une impunité totale? Je ne crois pas. Il y a un élément qu'on a soulevé, mais il faut respecter cet élément, le secret défense. Eh bien, oui, parce que notre pays est un pays qui peut avoir des ennemis. On ne peut pas permettre aux journalistes de divulguer et de mettre à l'antenne n'importe quelle information. Il y a un minimum. Il faudrait tout simplement que ceux qui doivent appliquent avec discernement et que le journaliste exerce aussi avec discernement. Sinon, les 5 points, il faudrait quand même vérifier à ce que les journalistes aient un niveau académique correct, à défaut d'avoir le parchemin. C'est sur cette base qu'on leur donne la carte. Il faudrait aussi qu'on fasse en sorte que le journalisme et les différents organes puissent être soutenus et financés, parce que vous jouez un rôle important dans la gestion de la société, dans la démocratie par exemple. Il faudrait de meilleures conditions de travail pour les journalistes. Les patrons de presse ne sont pas les meilleurs patrons de ce pays-là, et vous savez de quoi je parle. Il faudrait que... Il est là, un patron de presse. Non, c'est mon frère, je ne l'attaque pas du tout. Non, c'est mon frère. Le secret défense, il faudrait que quand même on y prête attention, et aussi que la structure ou votre organe des pairs qui est là pour gérer la situation, qu'on lui donne la possibilité quand même d'exercer des pressions ou de prendre des sanctions. Mais ça, à la limite, on vous donne une situation qui est idéale. Personne
ne vous sanctionnera si ce ne sont vos propres pairs. Mais c'est beaucoup de respect pour les journalistes. Maintenant, avec ces règles-là, il suffit tout simplement de gérer avec discernement. Et je suis sûr et certain que les grands journalistes que vous avez choisis pour être dans cet organe-là sauront travailler avec discernement et lucidité, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, dans l'ensemble. Oui, justement, est-ce que parmi les conditions pour être un journaliste maintenant au Sénégal, on retrouve qu'il faut avoir la licence d'abord, exercer 4 ans dans une rédaction. Est-ce que c'est pas trop demandé quand même? Je pense que le challenge est tellement important que la barre même aurait pu être élevée. C'est clair. C'est clair. Parce que vous savez... Pourquoi? Quand vous recrutez... Bon, on m'a indexé tout à l'heure, en parlant des patrons de presse, qui ont un rôle extraordinaire à jouer dans le cadre de l'assainissement. Parce que quand vous recrutez dans votre rédaction un jeune qui arrive chez vous, qui même a licence et a fait, comme vous dites, 4 ans dans une rédaction, remplir cette conditionnalité d'abord est difficile en l'état actuel des choses. Mais il faut y arriver. Vous recrutez un jeune et vous le laissez seul. Ce qui se passe aujourd'hui dans les rédactions, de manière générale, je parle de ce que je connais par rapport au journal La Gazette, que j'ai l'avantage aujourd'hui de diriger. Je devrais d'abord rendre hommage à Abdou-Latif Coulibaly. Il faut que je le fasse. Parce que le cadrage qu'il a mis en place à La Gazette, personne n'a jamais été recruté à La Gazette sans être dans la convention collective. Je dis, tous ceux qui ont quitté La Gazette ou qui y sont encore le savent. Les jeunes qui viennent chez nous en stage, ils sont rémunérés en conséquence. On ne prend pas un jeune et on lui dit, bon, allez, débrouille-toi, tu nous donnes des articles. Non, il est encadré. À la fin du mois, il reçoit des émoluments. Quand il part quand il part faire ses reportages, on lui donne le transport. C'est pourquoi l'exigence, même à ce niveau, le SNPIX a relevé le problème il y a 3 ou 4 ans. Ne touchez pas au per diem. Je ne dis pas que tout le monde le fait. Parce que nous ne sommes pas pied après pied avec nos garçons et nos filles pour pouvoir vérifier cela. Mais au moins, la cotation est sur la table. Attention, si on vous attrape à faire ceci, voilà les conséquences pour vous. Donc, la question de l'éthique et de la déontologie, elle est posée, est bien posée, et tout le monde doit pouvoir reposer là-dessus pour faire son travail. Maintenant, quand vous choisissez un garçon ou une fille, vous le faites venir dans votre rédaction. Le minimum, c'est de l'encadrer. Absolument. Vous ne pouvez pas laisser écrire ou dire n'importe quoi. Parce que c'est votre responsable première. Oui, combien de fois Abdou-Latif a été au tribunal? Combien de fois moi-même je me suis retrouvé au tribunal pour des articles que je n'ai pas écrits, qui ne sont pas sous ma responsabilité. À la limite même que je n'ai pas lu. Parce qu'il peut arriver qu'un article sorte que je sois en voyage. C'est la responsabilité du rédacteur en chef. Absolument. Qui lit et qui accepte que ça passe dans le journal. Mais c'est vous, le directeur de publication, qui vous retrouvez en prison si vous devez aller en prison avec le journaliste. S'il faut payer les 500 millions qu'on annonce, les 500 millions, 500 000 francs, je ne sais pas, 500 millions qu'on annonce aujourd'hui, parce que la somme est tellement grosse que... La structure va fermer. Mais la structure va fermer purement et simplement. Cela nous amène à plus d'exigences. À plus d'exigences dans le cadre de l'encadrement. Ne plus rester faire quoi que ce soit. C'est autant valable au niveau des radios. J'ai l'avantage d'avoir été un homme de radio. C'est autant valable également dans tous les secteurs aujourd'hui des médias. Cet encadrement-là, si on le fait correctement, certaines choses ne passeront pas à l'antenne, certaines choses ne passeront pas dans les écrits. Mais si on ne le fait pas, mais mon Dieu, la responsabilité du journaliste est engagée et la vôtre également en tant que patron de presse. Oui, justement, vous avez dit que chez vous, la convention collective elle est appliquée. Ailleurs, plus que la convention collective est appliquée, est-ce qu'aujourd'hui, pour que ce code de la presse puisse connaître son salut, est-ce que les patrons de presse aussi ont une part de responsabilité dans ça? Non. Ils ont une part énorme de responsabilité, puisque c'est eux qui ont créé une entreprise. Quand vous créez une entreprise, il faut penser à la viabilité de cette entreprise-là. Je commence
tel jour, où est-ce que je vais aller avec ça? Et en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre toutes les dispositions réglementaires, mais vous devez aussi prendre toutes les dispositions économiques, financières et budgétaires pour que votre structure soit viable. Si vous ne le faites pas, vous serez obligé d'être dans des négociations, dans des deals qui finalement vous entraîneront à avoir un organe qui est véritablement un organe qui vous permet à la limite de vous faire corrompre. Et il a raison par rapport aux journalistes. Vous prenez un journaliste qui n'a aucun moyen de transport, qui n'a d'autres moyens de subsistance que ce que vous lui payez. Vous l'amenez en reportage et vous lui donnez même pas le transport. Mais s'il fait un reportage chez un patron qui a des centaines de milliers à distribuer, mais vous en faites une victime de la corruption. Absolument. Mais ce n'aura pas été la responsabilité du journaliste, ce aura été la responsabilité de la structure qui l'a envoyé comme ça et qui l'a dénudé devant quelqu'un dont la seule ambition est de corrompre. Je crois que donc les responsabilités sont partagées. Premier responsable, le patron de presse. Deuxième responsable, certainement ceux qui font fonctionner le journal, et la responsabilité du journaliste aussi est engagée, parce que quelque part, il faut quand même qu'on parle des journalistes. Quand un journaliste prend sa plume et noircit du papier blanc, c'est pas le rédacteur en chef qui écrit, c'est le journaliste. Mais il faut qu'on en convienne quand même. Il y a de ces choses que l'on entend sur les ondes des radios, des télévisions, et que l'on lit dans les journaux. Ça, quand même, c'est pas la meilleure chose. Dans ce pays, de plus en plus, les gens vont beaucoup plus rapidement vers le fond que la forme. Or, la forme soutient le fond. Quel que soit ce que tu peux dire, mais il y a une certaine façon de le dire pour lui donner un poids et un cachet. Si déjà dans la manière de vous exprimer, tout est faute, mais à partir de ce moment, votre message passe difficilement. Minimum. Et des fois même, il y a tellement d'incurie dans la langue que vous utilisez que dans votre titre, dans votre chapeau, vous dites le contraire de ce que vous voulez dire. J'ai vu tellement de chapeaux, de journaux, où j'étais là à me dire, tiens, si j'avais le numéro de téléphone, j'allais les appeler, parce que tout simplement, ce qu'ils ont écrit, c'est le contraire qu'ils voulaient dire. Donc, un petit dictionnaire quelque part, pour prendre la peine de vérifier certaines... À la limite, le journaliste même, il peut être autodidacte. Un dictionnaire que vous fréquentez tous les jours, pratiquement pendant 365 jours, vous améliorez votre niveau. Franchement. Mais si vous ne faites pas cet effort-là, mais à partir de ce moment, vous n'irez nulle part. Il faudrait que les responsabilités soient partagées. Il ne faut pas qu'on dise comme d'habitude, parce qu'au Sénégal, tout est de la faute de l'État. Personne, aucun Sénégalais n'est responsable. Il ne faudrait pas qu'on dise les patrons de presse, les rédacteurs en chef, ils sont responsables autant que le journaliste qui est sur le terrain est responsable. Si chacun prend à bras le corps ses responsabilités, ce code de la presse, on n'en entendra jamais parler. Absolument. Alors, Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Ousmane Sène du WARC et Papa Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette. L'insécurité dans notre pays, on en parle. Papa Amadou Fall, on braque les banques en plein jour, on agresse en plein jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que malheureusement, notre pays grandit. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord noter. Nous avons une très grande démographie. Deuxièmement, nous avons également le tort d'avoir, je dis bien le tort, même si corriger cela deviendra de plus en plus difficile, nous avons des frontières qui sont extrêmement poreuses. Absolument. Les gens nous arrivent de partout. Au-delà de ces éléments, il y a également que le manque d'emploi, également, la question du chômage est une problématique majeure. Ce sont des cocktails qui font aujourd'hui que personne n'est en sécurité. Vous aurez beau mettre un policier derrière chaque citoyen, ce qui ne peut pas se faire, l'insécurité sera là. Nous avons vu des comportements dans ce pays, dans certains quartiers, les jeunes qui s'organisent pour mettre en place leurs milices, pour défendre leur environnement. Des milices privées. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas autorisé par la loi. Mais ce n'est pas autorisé par la loi, mais je vous le dis comme ça. C'est de l'autodéfense que les gens font. Ce n'est pas accepté par la loi, c'est pourquoi il faut l'encadrer d'une certaine manière. Mais c'est incontournable dans une certaine mesure. Parce que quand, dans votre quartier,
on viole une fille aujourd'hui, le lendemain on tue un homme, le surlendemain, etc., etc. Mais ce traumatisme qui pèse sur les gens, ils se disent, mais attendez, organisons-nous en attendant que la police nous vienne en aide. Mais on ne va pas se laisser découper de cette manière-là tous les jours. Et c'est cela qui pose problème. Je pense que quand vous approchez les autorités de la police de manière générale, de la sûreté et de la sécurité de ce pays de manière générale, ils vous disent nous sommes prêts à encadrer. Nous sommes prêts à encadrer. Mais nous ne pouvons pas être partout. La police, la gendarmerie ne doivent pas nous tenir ce discours. Mais même ce discours doit être également compris. C'est dire que la citoyenneté doit être en phase avec les forces de l'ordre d'une certaine manière pour faire en sorte que ce qui nous tombe aujourd'hui sur la tête véritablement ne perdure pas. Mais Binta, le constat il est là. Le constat il est là et ce constat il est terrible. Nous manquons vraiment de sécurité dans ce pays. Mais pourquoi, Ousmane Sène, l'État a du mal à assurer la sécurité de façon convenable à ses concitoyens? Oui, parce que la démographie et l'urbanisation sont tout simplement galopantes. Et de ce point de vue-là, je voudrais rappeler une chose. La racine de police est la même que la racine de métropole. Donc, la métropole, c'est-à-dire que la ville qui gonfle, appelle nécessairement la police. Si la ville est obligée d'appeler la police, ça veut dire qu'on comprend que la ville, la grande ville, contient en elle les germes de la violence et de la délinquance. Donc, ça va ensemble. Et je crois savoir, ou en tout cas ce que j'ai vu, que peut-être que les autorités en sont conscientes et ont commencé à prendre des mesures. L'autre jour, on a avancé un nombre important de policiers qui seront recrutés et on a tous vu au défilé du 4 avril l'arsenal extraordinaire de la police et de la gendarmerie qu'on nous a montré. Donc peut-être qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour véritablement juguler, pas éradiquer. Vous ne pouvez pas éradiquer la violence partout quand il y a des hommes, c'est impossible. Mais au moins juguler. De ce point de vue, je voudrais peut-être lancer un appel à nos amis qui sont dans la gendarmerie et dans la police, parce que j'ai tout de même vu un véhicule de police là, et je sais que ce véhicule-là, on leur a donné ça le 4 avril, mais l'état de ce véhicule-là est déplorable. Entre le 4 avril et maintenant, il y a eu tout simplement quelques mois que des policiers soient capables de détruire ce véhicule-là à ce point-là. Quand je venais chez vous, j'étais derrière le véhicule et son état n'est pas bon. Donc, appelez à ce que ce matériel-là qui coûte énormément cher, ce matériel-là qui est le fruit de notre impôt, que l'on puisse l'entretenir dans la police, dans la gendarmerie, mais dans l'administration en général, où les gens croient que les véhicules qu'on leur donne, ça coûte 1 franc. Ça, c'est aussi une autre plaie. Mais pour revenir à cette question-là, il a parlé aussi de milices. Mais attention, vous avez vu aussi les problèmes que les milices peuvent poser. Vous avez l'épisode de Touba. La police a dit que les douilles qu'on a vues ne sont pas de l'armement de la police et on nous dit qu'une famille avec un milicien qui était là-bas ont fui. Où est-ce qu'ils sont partis? Qui est responsable? Quand vous amenez des milices, à partir de ce moment, plutôt que de rendre la tâche facile pour les policiers, vous risquez de rendre ça beaucoup plus complexe. C'est pourquoi j'ai parlé d'encadrement. Voilà. S'il y a un encadrement et s'il y a une entente entre eux, à partir de ce moment, ça pourrait être un soutien extrêmement important. Mais là aussi, il faut que les Sénégalais développe un certain réflexe, c'est, j'allais dire, le réflexe 911. C'est le numéro que vous avez aux États-Unis. Dès qu'il y a un petit problème quelque part, vous appelez la police. Même si vous avez tort finalement, vous appelez quand même la police. Il faudrait que les Sénégalais sachent que appeler la police, aider la police, faire cause commune avec la police, c'est faire acte de civisme. C'est pas être traître. Mais Ousmane, oui. ce que je voulais relever, Binta, si tu permets. Oui, allez-y, je vous en prie. Les citoyens qui s'organisent dans ces milices, on ne leur demande pas d'avoir des armes. C'est ça, voilà. On ne leur demande pas d'avoir des armes. On leur demande d'avoir quoi alors dans ce cas? Mais non, attendez. Je pense que... Face à des agresseurs armés jusqu'aux dents. Oui, mais quand vous... Oui. Le 911 dont il parle, je pense que voilà un système qui est à mettre en place. Vous êtes dans votre immeuble et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui progressent et qui sont dangereux. Vous prenez votre
et vous appelez. Mais il va falloir d'abord qu'il y ait un rapport fluide entre la police et la population. Déjà ils ont des relations heurtées. Cela ne pose pas. J'ai l'avantage de m'être entretenu il y a peut-être 3 mois avec le directeur général de la police nationale, Omar Mal. L'interview est dans la Gazette. Et tout ce que je dis est quasiment cadré dans cet entretien-là. Que les citoyens s'organisent pour lancer des alertes, oui, c'est admis. Mais on ne leur demande pas d'aller au charbon. Si vous allez au charbon face à des gens qui ont des pistolets mitrailleurs, même souvent. Mais vous faites massacrer. Absolument. Vous vous faites massacrer. Ce qu'on vous demande, vous rencontrez quelqu'un, si c'est un individu, c'est peut-être même acceptable, même si c'est extrêmement dangereux, parce que l'individu que vous rencontrez, vous ne savez pas quelle sorte d'arme il a. Même si vous êtes 5 ou 6, vous vous précipitez vers lui, il peut vous arroser facilement. Alors, ce qu'on vous demande, ayez un téléphone en vos mains, vous appelez la police pour leur dire, nous sommes dans telle cité, et nous nous sommes organisés pour faire, pour mettre en place une brigade, pour veiller sur notre sécurité. Nous serons sur place de telle heure jusqu'à telle heure. S'il y a le moindre pépin, nous allons vous appeler pour vous dire qu'il y a un homme qui est entré dans la cité. Il est mal louché. La police va prendre ses dispositions pour pouvoir intervenir. Peut-être que même elle sera à quelques pas de chez vous pour pouvoir intervenir le plus facilement possible. C'est dire simplement que l'encadrement dont je parle, l'organisation à mettre en place est bien possible. Absolument. Mais il faut que tout soit bien normé. Il va falloir, le 911, ce n'est pas pour tout de suite ici au Sénégal, parce qu'il va falloir que la police Ousmane Sène raffermisse davantage ses liens avec la population. Déjà, il y a une peur entre la police et les citoyens. Il y a aussi peut-être des fois manque de respect. Et je le rappelle souvent. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, tiens, mais un monsieur ou une dame dans sa belle voiture qui viendrait, les policiers l'arrêtent et ils rabrouent la police. Ça arrive fréquemment. Parce que le Sénégalais qui a de l'argent, c'est toujours Khana Khabo Maïkan. Mais ce policier-là, à supposer que cette même personne-là soit entre les mains d'un groupe terroriste, mais le seul vœu de cette personne-là pendant toute la journée, c'est de voir le béret d'un policier ou le béret d'un gendarme. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à la manière dont il faut voir la police. On nous parle de corruption et tout ça, mais c'est tous les corps de métier qui sont corrompus. Même les enseignants, il y a des corrompus là-dedans. Il faut demander tout simplement que ça se réduise et que les gens soient plus conscients. Mais nous devons un respect à la police, et à la gendarmerie et à l'armée même, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail colossal. Autant on parle de ces dérapages-là dans la sécurité, mais autant aussi on voit dans les journaux et tous les journaux des articles qui nous disent que les gendarmes ont réussi à alpaguer tel groupe de tel gang, etc., etc. Ils font des résultats. Il faudrait 911. Pour qu'ils le mettent en place, il y a un certain nombre de conditions. Ce n'est pas me dire, il y a un numéro vers 800 et je passe toute la journée à faire 800 et personne ne me répond. Et tous les 800 au Sénégal, sans exception, c'est comme ça. On nous dit numéro vers tel, vous appelez toute la journée, toute la nuit, vous n'aurez personne. Alors, il faudrait être sérieux par rapport à ce 911, que ça soit 24 heures sur 24, que le personnel qui est là soit conscient, que le matériel fonctionne et qu'il y ait aussi, si vous voulez, des brigades qui soient là, prêtes à intervenir dès qu'une information est donnée. Il suffit tout simplement de savoir travailler correctement. Ils le font, qu'on ne nous dise pas que c'est des moyens colossaux. C'est pas vrai. Ce dont on a besoin pour ça, c'est tout simplement la méthode. Et l'esprit est la méthode. Si on le met, la police pourra travailler en jonction avec les populations. Et que les populations aussi arrêtent 2 choses. D'abord, qu'ils aient plus confiance et plus de respect par rapport à la police, et qu'ils ne croient pas que la police c'est la police du gouvernement, parce que malheureusement la colonisation nous a fait voir le Al-Kati comme celui qui représente le Toubab. La police de l'État. Voilà, la police c'est pas l'État, la police c'est tout le monde. Parce que quand même, autant la police peut faire des investigations, parce que la police est sous la coupe du ministère de l'Intérieur, et ça on n'y peut rien, mais la police fait dans les quartiers un travail qui n'a rien à voir avec Macky Sall, qui n'a rien à voir avec le ministre de l'Intérieur en tant qu'homme politique. Il faut le reconnaître ça, et honnêtement,
comparaison n'est pas raison, mais comparativement, la police et la gendarmerie sénégalaise, font un excellent travail. La preuve, les Nations Unies leur font confiance plus que n'importe quelle police et n'importe quelle gendarmerie sur toute l'étendue de l'Afrique et même dans le reste du monde. Alors, cette confiance internationale devrait se traduire dans les faits par des résultats encore plus accrus qu'ils devraient avoir sur le terrain. On leur tire le chapeau quand même parce qu'il y a des résultats. Mais il faudrait qu'on renforce ça. On est avec eux. Voilà. Oui. Alors, l'actualité, c'est également la politique. Nous allons terminer avec ça en direction des législatives du 30 juillet prochain. Papa Amadou, les investitures ont posé beaucoup de problèmes, en plus des 47 listes. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à tout ça? Vous savez, Binta, j'ai l'impression que nous sommes dans une très belle scène de théâtre. Pourquoi? Nous sommes dans une très... Parce que ce qui se passe est effarant. D'abord, 47 listes. Ensuite, on titille le militantisme. Chacun se dit, et c'est moi qui dois être investi. Dans quel pays sommes-nous? Autant dans la majorité que dans l'opposition, vous entendez de ces discours, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Sommes-nous réellement un pays politiquement avancé? Est-ce que cette démocratie dont nous parlons, véritablement, n'est pas, ce ne sont pas des chimères? Parce que nous entendons des choses qui sont quelque part. Moi, quand je vois un responsable politique qui dit je vais mobiliser mes militants pour contrecarrer mon parti. De votre sanction. J'ai dit, mais attendez. Demain, on peut se retrouver avec une liste de 100 personnes qui vont briller la présidentielle. Absolument. Ah, ça. Ah oui, si la tendance, elle est là. Hein. Chacun peut se dire aujourd'hui, oui, j'ai les moyens et j'ai la capacité de pouvoir devenir président de la République. C'est légitime. Et les gens peuvent s'organiser en conséquence pour dire, je vais y aller. Rien ne leur interdit. Nous sommes en démocratie. Rien ne leur interdit. Nous avons une constitution qui balise tout sur ce plan-là. Je ne dis pas qu'il faille fermer. Non. Justement, comme vous dites, nous sommes en démocratie. Mais je pense que nous devons élever notre esprit de citoyenneté pour savoir ce que nous pouvons, ce que nous valons. Nous organiser. Et ce que nous devons pouvoir apporter. Oui, nous organiser. Le nous organiser, c'est le niveau régalien. Absolument. Mais je parle même de l'esprit citoyen. Le Sénégalais qui doit pouvoir se dire, mais avec quels moyens je vais y aller? Parce que sur cette liste, comme le disent certaines personnes, vous analysez finement la démarche, vous vous dites, mais ce gars-là, où est-ce qu'il a pu trouver 15 millions pour pouvoir briguer une candidature? Sur quel militant il va se reposer pour dire, je vais peut-être avoir même 17 000 voix pour être élu? Parce qu'il faut 17 000 voix au minimum pour être élu. Vous connaissez l'individu, vous savez pertinemment qu'il n'a aucune capacité sur ce plan-là. Et pourtant, on a laissé faire. On a laissé faire au nom de quoi? Je pense que l'organisation, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a des dispositions à prendre pour que l'on ne se retrouve plus jamais dans pareille situation. Parce que le Sénégal ne mérite pas ça. Mais justement, si tout le monde aujourd'hui, Ousmane Sène veut devenir député, tout le monde veut devenir président de la République, tout le monde veut devenir un élu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la faillite de l'État? Ou la faillite des Sénégalais. C'est-à-dire que ego, comme on dit, inflated ego, c'est-à-dire ego boursouflé, je crois, démesuré, ego démesuré, et cupidité. Il n'y a pas d'autre moyen de qualifier cette catégorie de Sénégalais. Je vais créer mon propre parti. Oui. Écoutez, il l'a dit lui-même, je vais saborder mon parti parce que je vais appeler mes militants puisque je n'ai pas été investi. Cette phrase-là est truffée de jeux et de mots. Tout se résume à la personne. Alors, si la politique c'est tout résumé à sa petite personne ou à sa grande personne, en fonction de la manière dont on se voit, mais comme c'est des Sénégalais, c'est l'ego démesuré. Et c'est ça qui justifie ce que l'on a. Ces élections-là vont nous coûter combien? 5 à 7 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a 47, pas partis, mais 47 coalitions. Coalition. Oui, chaque frustré dit, je vais créer mon propre parti. Mais toi, tu as un parti. Tu n'as même pas de quoi te payer le billet du taxi pour aller à Dakar. Tu n'as pas d'adresse. Si on t'envoie quelque chose... Et le problème, c'est situé d'abord à ce niveau-là. Mais c'est ça, tu n'as rien du tout. Rien du tout. Tu ne peux pas organiser un meeting
Même la tente là, la petite tente comme ça là qu'il faudrait louer pour faire, tu n'as même pas de l'argent pour ça. Tu n'as pas une adresse. Si on t'envoie un courrier, on va retourner ça. Et tu passes tout ton temps à déblatérer dans les organes de presse pour qu'on vous identifie. Et je dis d'ailleurs, c'est par rapport à ça d'ailleurs qu'il faudrait revoir un terme que l'on utilise, les transhumants. Regardons ça de très près. Parce que ça nous permet de lire un peu ces partillons ou ces micro-partis qui sont là et qu'il faudrait atomiser. Carrément. Moi, je n'utilise pas d'autres mots. C'est parasite par rapport à la démocratie et par rapport à notre économie. Ceux qui vont vers les partis qui sont au pouvoir pour s'engraisser, on dit, c'est des transhumants. Mais ceux-là qui sont tellement minuscules, qui ne sont tellement inopérants, qu'ils n'espèrent même pas avoir un seul poste de député, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'agripper au car rapide des grands partis de l'opposition. C'est pas de la transhumance. Si. Pourquoi ils y vont? Pourquoi ils vont avec les grands partis de l'opposition? C'est pouvoir espérer un poste de député. De part et d'autre, ils espèrent. Qu'ils aillent dans l'opposition, qu'ils aillent dans le pouvoir, c'est des éternels transhumants, ces gens-là. Et il va falloir, d'ailleurs, par rapport à ça, il ne faudrait pas que les Sénégalais se recroquevillent et croisent les bras en disant, oui, c'est le problème des partis ou c'est le problème du gouvernement. Parce que ce qui va se passer, si ceux qui sont au pouvoir les appellent pour dire il faut qu'on se concerte, ils vont dire ils veulent nous bâillonner. Ils veulent entacher la démocratie sénégalaise. C'est les populations elles-mêmes qui doivent se faire entendre pour dire vous êtes inutiles, vous êtes des parasites, vous nous pompez le peu qu'on a, 5 à 7 milliards, c'est beaucoup trop, vous ne le méritez pas, arrêtez ça, et puis voilà. Mais ils vont le dire dans les urnes quand même, les Sénégalais. Pardon? Ils vont le dire dans les urnes. Ils vont le dire dans les urnes, mais il faut qu'ils le fassent autrement. Parce que si on laisse la situation, dès l'instant que le gouvernement en parle, ils vont dire oui, ils veulent que nous disparissions parce qu'on les gêne. Ils ne gênent personne du tout. Ils n'ont pas accéléré, ils n'ont pas la capacité de gêner qui que ce soit. Ils parlent beaucoup, mais ils ne gênent personne. Mais aujourd'hui, si tout le monde s'engage en politique, c'est-à-dire que c'est le moyen le plus rapide et le plus facile pour devenir comme Crésus. Voilà. Papa Amadou. Binta, le ministère de l'Intérieur a un rôle crucial dans cette affaire. Il y a des normes qui sont bien établies au Sénégal. Quand vous avez un parti politique, ce n'est pas que aujourd'hui on m'a donné mon récépissé, allez c'est fini. La vie est belle pour moi. Mais je dois chaque année me soumettre à certaines obligations. Voilà. Et je pense qu'en commençant par cela, d'abord, les dispositions réglementaires à respecter dans la gestion d'un parti politique, le ministère pourra faire un premier assainissement. D'abord. Parce que si la réglementation est bien acceptée, les assemblées générales sont tenues, vous faites vos déclarations de revenus, etc., etc., je pense que l'on pourra savoir dans un premier d'abord qui est qui. Absolument. Et qui fait quoi. Ensuite, 260 partis. Plus que ça. Bon, 300. Moi, arrondissons à 300. Arrondissons à 300. Moi, je me modeste. Mais qu'on les soumette, comme on l'a fait dernièrement avec les syndicats. Les élections de représentativité. Les élections de représentativité. Voilà, Momar Diong l'a dit la dernière fois. Momar Diong. Cela nous permettra de savoir. Mais à la vérité, ce que les uns et les autres représentent. Ceux qui auront moins de 5%, qu'ils disparaissent purement et simplement. Absolument. Purement et simplement. Ouais. Donc, l'atomisation dont parlait le doyen Ousmane Sène, oui, ça va de soi que si l'on applique ce qu'il faut, je pense qu'on n'ira pas vers des élections où l'on se retrouvera avec 60 candidats à la présidence de la République ou encore 50 partis qui vont briguer le mandat pour l'hémicycle. On fait du tort à la démocratie. Et je pense que l'autorité aujourd'hui doit pouvoir dire basta. C'est terminé. Et les Sénégalais. Oui, je suis d'accord avec. C'est-à-dire que l'élection de représentativité, qui ne sera pas simplement, cette fois-ci,
pour le compte des militants, mais pour l'autorité l'ensemble des avait Sénégalais. déjà annoncé un code des partis politiques. Je pense que ça pourrait aussi régler le problème, le code des partis politiques. Mais prendre des dispositions et ne pas les appliquer, voilà le tort que nous avons dans ce pays. Oui. On dit toujours, voilà ce qu'on va faire. Vous savez, quelqu'un me disait, un ami qui vit dans la sous-région, il m'a dit, tu sais, nous, chez nous, on ne réfléchit pas. Hein. Quand on a un problème, on vient chez vous au Sénégal. On ouvre un tiroir, on prend le document, on dépoussière et on va appliquer directement chez nous. Merci à nos invités, Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, et Ousmane Sène, directeur du WARC. Merci à El Hadj Ndiogou Diène qui était à la réalisation de Remue Ménage. Merci à tous d'avoir suivi et de Oneti.